Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien. Ce magazine qui est à la disposition de toute la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une dame, une actrice politique avec elle nous avons décrypté les grandes questions d'actualité, mais également nous allons parler d'elle puisqu'elle est dans la politique. Il s'agit d'une actrice politique, membre du CNC. Le CNC, c'est le parti politique de l'honorable Piouche Mouabidou. Madame, bienvenue. Merci. Alors, d'entrée des jeux, votre présentation. Merci d'abord pour l'invitation. Moi, c'est Madame Louis Wangoy Kalari. Je suis de la maison, je suis chargée de la Ligue des femmes au sein du CNC. Bon, vous êtes un responsable de la Ligue des femmes au sein du CNC. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en politique? Parce que beaucoup de femmes, pour la plupart des cas, n'aiment pas la politique. Elles aiment bien d'autres domaines, mais vous êtes aujourd'hui dans la politique. Comme toutes les femmes peuvent le dire, je n'ai pas aimé la politique quand j'étais toute petite. Mais c'est en 2009 que j'ai eu cette ambition politique-là. J'étais rentrée dans mon village, je suis de Manono, comme je vous l'ai dit. Je suis rentrée dans mon village après 13 ans. J'étais de mon village. Alors, quand j'étais rentrée là-bas, j'ai vu la façon dont vivait la jeunesse de chez moi, surtout les jeunes filles qui, beaucoup d'entre elles, ne s'adonnaient plus aux études, beaucoup avaient des mariages précoces. Et ils avaient des enfants très jeunes, alors cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ces jeunes? Qu'est-ce que je peux faire vraiment pour qu'on arrive à une jeunesse éduquée? Alors, je me suis dit, je ne peux pas quand même le faire par mon pouvoir moi-même, arriver à conscientiser ces jeunes-là, les appeler ou bien faire je ne sais quoi, je parlais avec eux comme ça, on me demandera qui êtes-vous, pourquoi vous êtes là, alors... Et vous avez quelle finalité? Oui, je voudrais avoir ce pouvoir-là qui vient de cette jeunesse-là. Pas le pouvoir de moi-même, mais un pouvoir qui vient de ces jeunes-là. Donc vous voulez être l'émanation de la jeunesse de votre coin, qui est marginalisée, qui n'étudie pas. Oui. Alors je voulus par là être députée, me lancer dans la politique pour être élu, afin de trouver ce pouvoir-là de faire le plaidoyer. De faire le plaidoyer, oui. C'est comme ça que vous êtes... C'est comme ça que je commençais en politique. Petit à petit, je suis arrivée où je suis. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de ces jeunes en étant élus? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez assurer leur éducation ou vous voulez monter des stratégies pour faciliter à la jeune fille ou aux jeunes plus particulièrement avoir le minimum d'éducation? Oui, je voudrais par ce pouvoir-là assurer cette éducation de cette jeunesse, mais ce n'est pas à moi de le faire comme ça, mais par le pouvoir qu'ils m'auront donné. Je pourrais entrer par-ci par-là, chercher de moyens ou de stratégies qui peuvent m'amener à les aider sur le point éducationnel. Parce que arriver comme ça et trouver les jeunes, leur dire seulement venez, laissez ce que vous faites là et commencez à étudier, peut-être que je n'aurai pas ces moyens-là pour tous ces jeunes-là, mais il me faut ce pouvoir-là qui peut me permettre d'entrer par-ci par-là, chercher des partenaires pour qu'on arrive à les aider pour leur éducation. Il y a des jeunes filles, des filles mères, beaucoup de filles mères qui sont là, qui n'ont rien à faire, mais qui sont là seulement à avoir des enfants. Si ces jeunes filles-là ne sont pas éduquées, même leurs enfants-là n'auront pas le moyen d'être éduqués. D'abord, il faut que ces jeunes soient éduqués pour que leurs enfants aussi puissent être éduqués. Alors, il me faut ces pouvoirs-là pour les aider. Voilà pourquoi je voudrais vraiment que je sois d'abord élue pour arriver à les aider. C'est vrai que j'ai déjà
monté une petite fondation au niveau de chez moi, la Fondation Marie-Thérèse. Alors cette fondation-là a pour but l'épanouissement de la jeune fille ou de la femme veuve. Alors, une fondation qui est active ou bien non seulement, parce qu'il y en a qui montent des ONG ou des fondations qui ne travaillent pas? Non, c'est une fondation qui est active. Nous montons des petits projets par-ci par-là pour qu'on arrive à faire quelque chose, pour que les autres aussi le sentent et le voient, afin qu'ils aient ce goût-là d'y entrer. Alors, vous êtes déjà en pleine politique. En tant que femme leader, quelle est la vision que vous avez sur la RDC? Parce qu'en entrant dans la politique, vous aurez sûrement une vision nationale du pays. Quelle est votre vision que vous avez en tant qu'actrice politique? En tant qu'actrice politique, je voudrais une RDC où prendre surtout le social, où tout le monde peut se retrouver d'une manière ou d'une autre, où il y a une classe moyenne aussi, où les gens peuvent aussi se retrouver même avec les minimums, le peu qu'ils sont. Ou une classe où il y a une RDC où il y a l'emploi presque pour tout le monde. Au lieu que les gens l'emploi rassuré. Oui, un emploi rassuré avec un salaire rassuré aussi qui peuvent quand même subvenir aux besoins de la personne. C'est cette vision-là que j'ai pour mon pays. Alors, et au CNC, le parti politique de l'honorable Touche Mouabidou, où vous êtes, vous y êtes pour quelle finalité? Être élu seulement ou pour apporter votre expertise en tant que femme? Oui, pas pour être élu seulement, mais pour apporter aussi un plus à ce que les autres ont déjà fait, ou bien à ce qu'ils n'ont pas encore fait, que j'apporte aussi ce que j'ai en moi pour que le pays aille de l'avant, que j'apporte quelque chose pour que la jeune fille ou la femme aussi peut se retrouver aussi dans toutes les institutions, où la femme peut aussi se retrouver même dans le milieu professionnel, où la femme aussi peut vraiment être valorisée. Et surtout la question que vous venez d'évoquer sur la représentativité de la femme aujourd'hui, dans beaucoup d'institutions, les femmes sont presque quasi absentes. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le manque de femmes qui sont instruites ou c'est la volonté de votre partenaire? Ce n'est pas le manque de la femme instruite, mais moi j'ai toujours dit que c'est une mauvaise foi quelque part de la part de l'homme. L'homme ne considère pas la femme, même bien que la femme ait étudié comme l'homme, mais on la sous-estime toujours. Vous trouverez même que vous pouvez trouver une femme qui est licenciée, un homme aussi licencié, mais pour donner seulement du travail ou bien le salaire, celui de l'homme sera plus supérieur à celui de la femme. Ça, c'est une mauvaise foi que je remarque de la part de l'homme. S'il y avait cette bonne foi-là, les femmes pouvaient facilement se retrouver. Ce sont plus les femmes qui étudient pour le moment plus que les hommes parfois. Parce qu'il y a d'autres comme ça, il y a son diplôme d'État, il arrête, il commence à faire peut-être du business, il fait comme les femmes continuent aussi à étudier, mais vous verrez que c'est cette marginalisation-là qui ne pousse plus les femmes à avancer, à aller de l'avant. Parfois, elles se découragent, elles disent bon, je peux étudier, terminer aujourd'hui, mais je ne veux pas trouver de travail. En fin de compte, je n'aurai pas de boulot. Oui. Alors, on va aborder l'aspect politique. Vous êtes au CNC, votre parti politique a un point de vue à donner, et vous, en tant que tel, quelle est votre lecture par rapport à l'application de l'accord qui a été signé le 31 décembre 2016? Oui, l'accord a été appliqué à 50%, je dirais comme ça. D'abord par la nomination du Premier ministre issu du Rassemblement. Nous avons tous entendu, le président de la République a donné à l'Assemblée nationale le pouvoir de trouver le président du CNSA. Alors pour moi, je dirais que l'accord a été appliqué à 100%, bien que ça n'a pas été complètement appliqué, mais ça a quand même été appliqué. Alors le Premier ministre qui est là, il n'est pas reconnu par l'autre aile du Rassemblement. Pour ne pas parler du Rassemblement, de notre temps Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi et les autres, qui ne le reconnaissent pas, qui disent qu'il a été débauché par vous de la majorité. Non.
Bon, je sais que tout le temps, tout le parcours que je suis dans la politique, je sais que M. Bruno Tshibala est de l'opposition donc du rassemblement. Nous sommes butés au multi-rassemblement pour le moment. Alors s'il faut chaque fois suivre les caprices des uns et des autres, nous ne saurons pas avancer. Si aujourd'hui c'est l'un Félix qui dit ce n'est pas l'autre, si demain encore c'est Félix, les autres aussi diront non, il n'est pas aussi comme ça, vous voyez aussi. Alors ça ne nous avance pas, c'est pourquoi moi je vois que ça a été fait comme ça se doit, c'est l'accord qui a été appliqué. Il était parmi les 5 points qui ont été donnés, que le rassemblement a donné. Donc il est du rassemblement, il n'est jamais de la majorité. Dit qu'on ne devait pas nommer le Premier ministre avant la signature de l'arrangement particulier. Eux estiment qu'il y a eu une précipitation pour éviter que celui que le rassemblement Félix devait présenter pour qu'il soit nommé par le chef de l'État. Mais si le chef de l'État, a fait appel à tout le monde, mais si les autres ont refusé d'aller répondre, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait attendre jusqu'à temps pour que nous avancions. Nous avons besoin des élections. Alors, pour arriver aux élections, nous devons d'abord avoir le Premier ministre, le gouvernement qui nous présentera son budget et qui peut nous amener aux élections. Mais si aujourd'hui, chaque fois, ce sont les caprices des gens, nous ne voulons pas cesser, nous ne voulons pas cela. Non, oui, mais comment est-ce que nous allons arriver à ça? Nous réclamons, les gens réclament une chose et son contraire à la fois. Là, ça devient un peu difficile. Mais moi, je crois que le président de la République a fait ce qu'il devait faire comme père de la nation pour qu'on avance quand même au lieu de rester tout le temps à suivre les caprices des gens. Et quelle chance vous accordez à ce gouvernement Tshibala? Une chance vraiment de nous amener à des élections crédibles et apaisées et transparentes. Parce que c'est un gouvernement de la cohésion nationale. Donc c'est tout le monde qui se retrouve là, mais avec sa réflexion, qui va nous amener aux élections. En tout cas, je leur souhaite cette bonne chance-là de nous amener à des élections crédibles et apaisées. Et vous pensez que le décor est bien planté pour qu'on arrive aux élections, notamment par rapport au financement de ces élections? Je crois oui. Je crois oui qu'on va y arriver. Parce que le budget a été présenté, l'enrôlement est en train de se faire, mais moi je crois que ça ira. Ça ira même au-delà de 2017, parce qu'il y aura peut-être un problème, parce que le fichier électoral qui devait être connu au mois de juillet sera finalement connu au mois d'octobre. Ça va un peu prendre de temps. Vous pensez que l'opposition est prête à vous accorder toute la majorité une carte blanche pour venir au-delà de 2018? Là, ce n'est ni moi, ni la majorité, ni l'opposition qui devront décider de cela. C'est à la CENI de nous dire, en tant qu'organe technique qui nous dira si les élections auront bien lieu à la fin de cette année 2017. Mais en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais que ça n'ira pas. Et si ça n'ira pas techniquement, c'est déjà clair qu'il y a possibilité qu'il y ait des élections au-delà de 2017. Quel argument la majorité va présenter au jour de la population? Oui, d'abord, vous voyez, pour le problème de l'enrôlement, il y a par exemple au niveau du Kasaï central, les gens ne sont pas enrôlés maintenant. Il y a pour raison de troubles et d'insécurité. Alors, nous devons aussi donner la chance à ces gens-là de voter. Nous n'allons pas les laisser parce qu'il y a des troubles, il y a l'insécurité, qu'eux ne pourront pas aller au vote. Non, il faut que tout le monde s'enrôle. Il faut avoir ce fichier électoral-là qui est accepté de tout le monde. Alors, nous ne pouvons pas seulement nous précipiter parce que tout ce qui nous amène aujourd'hui là, c'est la précipitation. On veut voter, on veut aller aux élections vite. Alors, dans la précipitation, nous arrivons à faire n'importe quoi. Et après, les gens se plaignent, oh, ça n'a pas été bien, ça n'a pas été ceci, cela. Mais au lieu de ça, faisons que ça soit dans le bon, où tout le monde accepte facilement, où tout le monde peut voter facilement, où les élections peuvent vraiment accepter, au lieu que nous arrivions encore à avoir deux présidents, l'un qui prête serment à la maison, l'autre qui prête serment non. Alors, pour que nous arrivions à ces élections-là acceptées de tout le monde, crédibles et apaisées et transparentes, ne nous jetons pas dans la précipitation. Laissons autant à la CENI de décider, de voir techniquement comment ça avance et nous irons aux élections sans problème. Vous avez évoqué le cas du Kasaï central où la CENI même dit qu'il y a eu problème pour procéder à l'enrôlement. Il y a notamment la crise politique qui sévit au pays, mais aussi des problèmes de sécurité. Comment aller au-delà pour permettre à nos compatriotes de voter? Je crois que ceux-là qui sont meneurs de troubles doivent avoir cette bonne foi-là.
de laisser le pays avancer tel que l'accord a été signé. L'accord est déjà là. Je ne sais pas pourquoi les gens vont toujours vouloir chercher des histoires par-ci par-là pour arriver à l'insécurité, arriver à faire couler le sang inutilement. Alors, c'est la bonne faute seulement de ceux-là qui sont à la base de ce trouble, de ce désordre-là, qui doivent cesser et laisser les gens choisir leurs élus comme ils veulent, librement là. Alors, par rapport à toutes ces positions un peu fâcheuses du rassemblement, qu'est-ce que vous reprochez principalement à cette plateforme de l'opposition? Parce qu'il y en a qui disent même que s'il n'y aura pas élection cette année, c'est la faute au rassemblement qui continue à présenter beaucoup d'autres demandes ou d'obligations par rapport à l'évolution de la situation du pays. Oui. Il n'y a pas d'amour au rassemblement. Il n'y a pas de complicité au rassemblement. C'est ce qui fait qu'il soit divisé en 2, 3, 4 ou 5 rassemblements. S'il y avait cet amour et cette complicité-là, et je dirais même cet amour patriotique de vouloir avancer avec le pays, on n'arriverait pas à ce qu'ils sont là. Ils doivent quand même mettre un peu d'eau d'advers pour que nous puissions arriver aux élections. Ils sont en train de freiner le processus électoral avec tout ce qu'ils sont en train d'avancer comme raison là, de se diviser inutilement. Je ne sais pas, ils doivent s'entendre, ils doivent être en complicité pour que ensemble nous puissions avancer et arriver aux élections. Mais si ils avancent toujours de cette façon-là, aujourd'hui c'est l'opposition telle, demain c'est l'opposition telle autre, alors on ne va pas avancer. On ne va pas avancer, on va rester toujours comme ça. Alors, ils doivent cesser leurs caprices. Parce que moi, j'appelle ça caprice. Ce sont des caprices inutiles. Chacun veut seulement se positionner. Il ne voit pas le bien de la population. Il ne voit pas la misère de la population. Il ne voit pas ceux qui souffrent au Kasaï central. Ce sont des innocents qui meurent comme ça chaque fois. Alors, ils doivent avoir cette bonne foi-là, une fois pour toutes. De se mettre ensemble, de trouver une bonne idée afin que nous puissions avancer et arriver aux élections. Pourtant, ils ont besoin de l'alternance à la tête du pays. Alternance, comment y arriver s'il y a cette question de la sécurité que vous avez évoquée qui continue? Comment y arriver? Oui, le gouvernement est en train de faire son travail pour arriver à la sécurité au niveau national. Donc, le président de la République était lui-même sur place. Le gouvernement est en train de travailler et on va voir que ça va aller. Mais alors, c'est eux aussi qui doivent faire cette bonne part. Nous allons aborder un aspect qui concerne les dernières sanctions de l'Union européenne, des sanctions qui ne plaisent pas à la majorité présidentielle, puisqu'elles touchent principalement les cadres clés de cette famille politique. On peut dire que c'est une forme de pression que l'Union européenne est en train de faire sur la majorité? Une forme de pression, je dirais oui et non, mais je ne sais pas. Le Congo est un pays souverain. Nous ne dépendons pas de l'Union européenne. Nous sommes un pays souverain où tout ce que nous devons le faire, nous le ferons en interne et ça nous concerne. Ce n'est pas à eux de venir nous dire ce que nous devons faire. Nous n'avons jamais demandé à l'Union européenne de faire ceci, cela. De même, ils aussi doivent respecter le Congo. Le Congo est indépendant, le Congo est déjà... Alors, l'Union européenne, nous ne voyons pas pourquoi l'Union européenne doit se misser dans les problèmes de la République. Non, ça, ce sont nos problèmes qui nous concernent en tant que Congolais et nous devons le faire à notre manière congolaise. Et c'est là que je condamne aussi nos frères congolais parce que au lieu de nous mettre ensemble, nous voulons aller avec nos problèmes ailleurs, les amener ailleurs pour que les autres viennent encore nous diriger. Je ne sais pas, nous ne sommes plus dans la nouvelle forme de colonisation. Oui, c'est une forme de colonisation que nous cherchons parfois nous-mêmes parce que nous voulons que les autres viennent encore nous aider. Mais nous-mêmes, avec tout ce temps après la colonisation, nous ne pouvons pas quand même nous aider nous-mêmes et avancer entre Congolais. Vous ne voyez pas, c'est parce que peut-être l'Union européenne peut vous faire pression par rapport à l'organisation des élections. Vous ne voyez pas que c'est une forme de pression que l'Union européenne est en train de faire sur la majorité? Elle fait pression par rapport à quoi? Parce que elle voit bien que nous avançons. Les gens sont en train de s'enrôler pour aller aux élections. Qu'est-ce qu'elle veut au juste? Que les élections se fassent aujourd'hui alors que les autres ne sont pas encore enrôlés. Il y a 13 provinces où les gens sont enrôlés. La CENI veut arriver à
46 millions d'enrôlés. Nous sommes encore à 21 millions d'enrôlés. Nous sommes encore dans le processus. C'est un processus électoral. Ce n'est pas, oui, ça prend du temps. Ce n'est pas aujourd'hui seulement on se réveille et on commence à faire des élections. Non. C'est un processus électoral. Alors nous y allons petit à petit jusqu'à ce que nous arrivions aux élections. Alors, au sein de CNC, on revient, au sein du CNC, vous avez dit que vous avez une vision sur la jeune fille et sur la femme. Quelle est votre part de responsabilité? Parce que nous constatons que beaucoup de jeunes aujourd'hui, jeunes dames ou jeunes filles, ne s'intéressent pas à la politique. Quel est le message clé que vous pouvez leur adresser? Oui, aux jeunes femmes, aux jeunes filles, je dirais que la politique n'est pas seulement réservée aux hommes. Et la politique n'est pas ce que les gens pensent de la politique. Parce que quand on parle de politique, surtout pour les femmes, on voit une femme libre, une femme qui ne peut pas être fidèle, une femme qui ne peut pas, vraiment qui n'est pas responsable dans le mariage. Mais moi, je dirais le contraire de ça. Je vis une bonne vie de mère, de femme, d'épouse, et en même temps, je vis ma vie politique. Oui. Le mieux, c'est de s'organiser dans la vie. Si je sais que je dois faire ceci à la maison et qu'après ça, j'irai à la réunion, mais présentement, là, je suis en train de faire l'émission. À la maison, j'ai amené les enfants à l'école, j'ai tout fait pour la maison. Oui, c'est juste une question d'organisation. Alors, toutes ces femmes-là, toutes ces filles qui craignent encore, qui ont encore peur d'entrer en politique, je vous invite d'y entrer. Parce que nous resterons à nous plaindre chaque fois. Les femmes se plaignent, mais elles se plaignent et se cachent, elles ne veulent pas se manifester. Comment est-ce que nous allons nous manifester? Ce n'est pas dans la maison que je dis non, nous sommes marginalisés. Oh, 50-50, il faut ceci. Non. Nous nous engageons d'abord toutes dans la politique. Nous présentons nos idées. Ouais, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si toutes ces femmes-là apportent leur contribution, je pense que nous irons de l'avant. Je pense que c'est même la clé pour parler de la parité homme-femme. Nous ne pouvons pas parler de la parité seulement comme ça, boire, manger, acheter un pain, non. Mais nous nous engageons d'abord. Venez vous engager dans la politique, chères jeunes femmes, chères jeunes filles. La politique, c'est une façon aussi de réclamer nos droits par la politique, d'être leader, de diriger. C'est une bonne chose pour vous. Je vous invite, venez, chère jeune maman. Alors, Madame Mami Ongoy, quelle est la question que je n'ai pas pu poser, mais que vous voudriez bien répondre et vous adresser à cette téléspectateur que vous suivez? La question que vous n'avez pas posée, c'est notre vision de la jeune fille au sein du CNC. Allez-y. Oui. Nous voulons cette jeune fille éduquée, cette jeune fille formée, cette femme éduquée qui connaît ses droits et ses devoirs. Nous voulons cette femme qui prenne le social, même avec le peu qu'elle fait, qu'elle puisse quand même se retrouver, avancer ou faire vivre sa famille ou apporter quelque chose au pays, apporter un plus à ce que les autres ont déjà fait. C'est ça notre vision en tant que femme leader au sein du CNC. Nous voulons que cette jeune fille-là soit formée. Ce n'est pas seulement venir dans des réunions parler. Non, nous appelons les filles, les femmes en les formant, en connaissant leurs droits, en connaissant leurs devoirs, afin d'avancer bien dans notre pays. Alors, quel est votre dernier mot? Nous sommes en train d'arriver vers la fin de ce magazine. Oui, mon dernier mot, d'abord je vous remercie. Vous m'avez invité, je vous remercie. Je remercie aussi mon cher mari qui accepte chaque fois que je me déplace, au-delà de mes obligations conjugales. Je remercierai aussi mon président du parti, l'honorable Toussouma Bilou, qui m'a donné ce pouvoir-là d'être chargé de la Ligue des femmes. Je n'oublierai jamais mon interfédéral Gabriel Zeng, qui me soutient chaque fois, qui me conseille. Je remercie aussi le président urbain qui m'a toujours aussi aidé d'une manière ou d'une autre, comment avancer dans la politique. Merci à tous. Voilà, Madame et Monsieur, ce magazine sera ferme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Merci particulièrement à Madame Mami Ongoy qui a accepté notre invitation dans ce magazine d'entretien. On se retrouve la prochaine fois. Suivez-nous sur votre télé, mais également sur notre réseaux sociaux, sur YouTube. Nous aurons le temps de nous retrouver la prochaine fois. Au revoir.